Bienvenue ce soir à ce café-société de la médiathèque Saint-Geneviève-des-Bois, qui est un débat, c'est pour la première fois, un débat contradictoire. Nous avons deux invités, Christine Berger et Henri Prévost. Et c'est vraiment une première pour nous parce que jusqu'à présent, les cafés-sociétés sont passés avec une seule invitée. Alors, ce café-société va se structurer en trois parties. Premièrement, je vous les présente, nos invités. Deuxièmement, c'est eux qui vont commencer à faire une introduction de 10 minutes de leur argumentation, de leur sujet. Le sujet que j'ai appelé d'ailleurs quel nucléaire après Fukushima, c'est ça? Que faire du nucléaire après Fukushima? Et après cette intervention de 10 minutes, pas plus, il y aura les débats entre vous et les intervenants, entre eux. En tout cas, il y aura matière à débat. Donc la présentation, je vais commencer avec Christine Berger. Elle est philosophe et anthropologue des techniques, et chaque mot pèse. Anthropologue des techniques et philosophe, parce qu'elle enseigne aussi au Collège international de philosophie, et elle est membre de l'école des hautes études en sciences sociales, ainsi que membre du laboratoire CNRS bioculturel, et ce laboratoire se trouve à Marseille. Elle s'est beaucoup occupée de la santé, et c'est comme ça d'ailleurs, par cet aspect-là, qu'elle est rentrée aussi dans le nucléaire. Et elle a fait ce livre que vous avez trouvé dans l'annonce, Superphénix, déconstruction d'un mythe. Faut-il vous expliquer pourquoi c'est un mythe? Et donc, Superphénix était effectivement c'était la centrale qui devait être le surgénérateur le plus puissant du monde. Et ça a duré, celui-là a duré 10 ans. Après, il y a eu une véritable guerre déclenchée contre ce surgénérateur. Et c'était une guerre anti- et pro-nucléaire, bien sûr. Et c'est à la faveur de la coalition entre les socialistes, les communistes et les écologistes que l'arrêt de mort de Superphénix a été décidé par Lionel Jospin en 1997. Donc le Superphénix, finalement, il a vécu seulement 11 ans, construction pendant 10 ans, 11 ans, 10 ans de construction de vie active, et puis maintenant, c'est la phase de déconstruction qu'elle décrit dans son livre, et une déconstruction qui durera 30 ans. Et là, vraiment, on peut se demander pourquoi on fait ça, et on peut aussi s'interroger sur l'importance de la mémoire. Enfin, c'est Christine Berger, en tout cas, qui souligne cette importance de la mémoire, parce qu'il faut toujours, il faut quand même avoir une mémoire des savoir-faire, de nos savoir-faire, et aussi apprendre nos erreurs. Alors, le débat contradictoire, ensuite. 30 secondes, excuse-moi. Il y a la sudo. Très mauvais son, hein. Il y a un écho dans le... Je suis désolé. Je crois que pour nous, vous n'avez pas besoin de micro. Oui, non, mais pas besoin de micro. Le plafond est bas et la salle est petite. Voilà. Donc, je passe à Henri Prévost, qui, lui, fait partie des opposants des pro-nucléaires, pardon, lapsus, parce que, en fait,
tous ceux qui étaient contre, c'était des experts, les ingénieurs de mine, et Henri Prévost est ingénieur de mine. Pourquoi? Bien sûr, parce que rentabilisation oblige. Il faut quand même qu'une centrale qui a mis 10 ans à être construite fonctionne. Normalement, on lui donne une durée de vie de 30 ans. Donc ça n'a pas été le cas avec Superphénix. Alors son livre à Henri Prévost est l'un dont le titre est déjà parlant, avec le nucléaire, un choix réfléchi et responsable. Ça a paru en Seuil en 2012. Et le dernier en date, c'est moins de CO2 pour pas trop cher. Proposition pour une politique de l'énergie. Chez l'Harmattan en 2013. Donc, et là, vous proposez apparemment de fonder la transition énergétique nécessaire au pays sur des ressources nationales des énergies renouvelables et d'énergie nucléaire. Autrement dit, les deux. Voilà, il y a d'autres livres que vous pouvez consulter après. Après la séance, vous pouvez faire une dédicace. On peut organiser là une dédicace vente des livres, des deux, et vous pouvez voir ce qui vous plaît le mieux. Donc je donne d'abord la parole à M. Henri Prévost. Ah bon, d'accord. Merci. C'est évidemment un sujet très important et puis qui arrive vraiment en pleine actualité. Le dernier livre, Moins de CO2 pour pas trop cher, j'ai voulu mettre dans le titre deux préoccupations. Moins de CO2, pourquoi? Et puis, pour pas trop cher. Dans les réflexions qu'il y a eu aussi bien depuis le Grenelle de l'environnement et les premières orientations sur le débat sur la transition énergétique, il est assez frappant qu'on se donne des objectifs, mais sans parler des coûts, sans parler de combien ça coûterait. Pourtant, la question des coûts est une affaire assez importante parce que l'argent que l'on met là pour produire de l'électricité d'une certaine façon, ou l'argent que l'on met pour économiser de l'énergie, avec des bâtiments plus chers, des équipements plus productifs, cet argent, on ne peut pas le mettre ailleurs. Et ailleurs, ça peut être aussi bien l'éducation des jeunes que un financement pour que nos armées puissent aller combattre contre l'islamisme au Mali. Donc, la question des coûts est vraiment une question essentielle qui touche aussi à la liberté individuelle. Si on nous fait une réglementation thermique qui nous oblige à dépenser de l'argent, eh bien, chaque consommateur, chaque personne, chacun d'entre nous, a moins de liberté pour utiliser les moyens dont il dispose. Donc, et on voit que la question des coûts, maintenant, dans le débat, est en train de remonter à la surface. On se demande comment les 500 000 logements à rénover par an, ce qui était la quasi-décision qui a été donnée au début du débat sur la transition énergétique, comment on va bien pouvoir financer ces 500 000 restaurations de logements thermiques par an. De la même façon, on se rend compte en Allemagne que l'électricité éolienne, surtout quand elle est faite à partir de l'éolienne en mer, ou bien l'électricité photovoltaïque, coûte fort cher. Donc, les Allemands paient leur électricité, le consommateur privé, 2 fois plus cher que chez nous. Parce qu'ils sont obligés de payer un surcoût pour l'éolien et le photovoltaïque. Et il y a eu un sondage récemment fait par Harris, que j'ai vu d'ailleurs cet après-midi, c'est tout récent. Quand on demande aux gens ce qu'il leur paraît le plus important, naturellement, développement des énergies renouvelables, et les sondeurs ont mis en tête le photovoltaïque et l'éolien, alors qu'il y a beaucoup d'autres énergies renouvelables, j'en dirai tout à l'heure un mot, et donc ils veulent le développement des énergies renouvelables, mais ils veulent aussi avoir de l'électricité pas chère, et de l'énergie pas chère, et même ils se disent que le coût de l'énergie va baisser. C'est dire quelle doit être l'intensité de leur désir pour qu'ils croient que l'énergie va baisser, alors qu'on sait qu'elle va augmenter. Bon, donc cette question des coûts, je crois, elle est facile à ignorer dans les discours, enfin dans les négociations, tout ça, les négociations, les conseillers sont pas les meilleurs. Elle est facile à ignorer aussi dans certains salons parisiens, mais là,
la chose concrète, la réalité, c'est que c'est important. Voilà. Alors, la question est de savoir, et le CO2, moins de CO2. On parle beaucoup moins maintenant du réchauffement climatique. Bon, il y a quelques images qui sont frappantes. On voit quand même que la surface des terres gelées dans le pôle Nord diminue de moitié, inférieure à la moitié de ce qu'elle était il y a quelques années, au cours de l'été. Vous savez que quand la surface blanche disparaît, les surfaces qui réfléchissent la lumière du soleil donc diminuent. Ça veut dire que les surfaces qui l'absorbent augmentent et ça contribue encore au réchauffement climatique. Vous savez que si la température augmente de plus de 3 degrés en moyenne, c'est-à-dire 5 ou 6 degrés sur les pôles, parce que sur les pôles, la température augmente plus que la moyenne, si la température augmente en moyenne de 3 degrés, il est très probable qu'il va y avoir des dégagements massifs de gaz carbonique ou de méthane qui aujourd'hui sont piégés dans les sols gelés en permanence, le permafrost, et on aura un effet catastrophique au sens physique du terme, on aura des irréversibilités et on ne sait pas où on va. Voilà. Donc la question des émissions de gaz à effet de serre est cruciale. On ne sait pas, moi je ne sais pas comment ça sera réglé au niveau mondial, mais je me dis que si l'humanité n'est pas suicidaire, il y aura une réaction. J'imagine, bon, je lis dans les bouquins, j'imagine plusieurs types de réactions, mais il y aura une réaction, et quelle que soit la réaction, il faudra qu'on consomme moins d'énergie fossile. On pourrait dire, on va stocker le CO2 dans le sol, mais il faudrait des quantités tellement considérables que ce n'est pas envisageable. Et d'ailleurs, des études récentes faites par l'INERIS, un centre de recherche sur la sécurité industrielle, a montré que quand même, le stockage, il y a des fuites. Bon. Donc, ce n'est pas la solution, le stockage du CO2. Voilà. Alors, cela dit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut diminuer la quantité d'énergie fossile, c'est-à-dire le fioul, le gaz et le charbon consommés. Et puis, il ne faut pas que ça soit trop cher. Alors, il est possible de diminuer tout ça avec des énergies renouvelables. Il est possible de le faire en diminuant beaucoup notre consommation. C'est possible. Si on n'avait pas de nucléaire, on vivrait bien. On arriverait à survivre. Bon. Mais il faut voir tous les enjeux, tout ce qu'il y a derrière. D'un autre côté, on peut imaginer un scénario où la capacité, où la consommation globale d'énergie n'augmente pas, voire diminue un peu, la consommation d'énergie. Une bonne partie de cette énergie est d'origine renouvelable, mais ce n'est pas du photovoltaïque et ce n'est pas de l'éolien, parce que ça c'est très cher. Mais si vous mettez des pompes à chaleur pour 3 mégawattheures, enfin pour 3 unités de chaleur que vous consommez, il y en a 2 qui viennent de l'extérieur, du soleil. Ça c'est de l'énergie renouvelable. Il faut de l'électricité pour la faire venir, quoi, avec les pompes à chaleur. Donc la chaleur du soleil, la chaleur de la biomasse, la géothermie, l'hydraulique, cela nous donne déjà une bonne quantité d'énergie sans émission de gaz à effet de serre et sans que ça soit trop cher. Et on peut augmenter, si on augmente la capacité nucléaire, on peut imaginer, comme je disais, un scénario de division par 3 ou 4 des émissions de CO2 avec une parité, autant d'énergie renouvelable que de nucléaire. Donc on augmente le nucléaire. Et là, je pourrais répondre à des questions techniques en couplant l'électricité et, par exemple, dans les véhicules hybrides, du biofuel, du biocarburant plutôt, en couplant l'électricité et le biocarburant, on se voit bien que si jamais il nous manque d'électricité à un moment, on passe sur le biocarburant et on pourrait faire la même chose sur le chauffage. Donc avec un chauffage mixte, on peut très bien coupler de l'électricité et nucléaire ou hydraulique, et puis du biocarburant, du biofuel, de la biomasse, etc. Voilà. Donc c'est possible de faire ce scénario, et j'ai calculé que pour diviser les émissions de gaz à effet de serre par 3, si l'on diminue la capacité nucléaire à la mode déclarée par François Hollande, on réduit, etc., vous savez, 40 gigawatts, enfin, de sorte que l'électricité ne soit pas pour plus de la moitié d'origine nucléaire, le reste d'origine renouvelable. Voilà, ça c'est un scénario. Un autre scénario, on augmente la capacité nucléaire, la différence de dépenses
c'est 20 à 30 milliards d'euros par an. Bon, en 10 ans, ça fera 200 à 300 milliards d'euros par an, au total, en 10 ans, 50 ans, encore plus. Voilà. Ce chiffre-là n'a jamais été contesté. J'ai publié sur Internet les feuilles de calcul qui permettent d'y arriver, de façon que chacun peut introduire ses propres hypothèses. Bon. Évidemment, si quelqu'un me dit c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est 10, je dirais oui, mais dites-moi quelles sont vos hypothèses. Mais j'ai pas eu de retour. Et d'ailleurs, M. Altmaier, le ministre de l'Environnement allemand, a dit que le programme de sortie du nucléaire allait coûter à l'Allemagne 1000 milliards d'euros. Bon. Donc, pour diviser par deux la capacité nucléaire, dit de 20 milliards par an, pour en sortir complètement 1000 milliards au total, c'est du même ordre de grandeur. Voilà. Donc, la question qui se pose et qui a des connotations, je vais vous passer par des connotations sociologiques, politiques, philosophiques énormes, c'est que ces 20 milliards par an, hein, on peut en faire un bon usage. On peut éduquer les gamins, quand même, c'est pas rien. On peut améliorer la culture, on peut, je le disais, se défendre, on peut, etc. Bon, voilà. Alors, sur le nucléaire maintenant, le nucléaire n'a pas que des avantages, hein, bien sûr. Puisqu'on parle de la perspective d'augmenter la capacité nucléaire, là je vais être bref parce que je crois que j'ai déjà pas mal parlé, la capacité d'augmenter la capacité nucléaire suppose que l'on fasse des surgénérateurs, hein, c'est clair. Si l'on fait des surgénérateurs, si on n'en fait pas, on va manquer d'ici 30 ou 40 ans, globalement on risque de manquer d'uranium. Par contre, si on fait des surgénérateurs, avec l'uranium qui est en France, on a pour plus de 1000 ans de ressources, on est complètement autonome. Donc, cette question-là est réglée. Le surgénérateur posait un problème de sécurité sur le générateur qu'on a connu, Superphénix. Superphénix, quand il a été arrêté, ça faisait 1 an qu'il fonctionnait bien, sans arrêt. Hein. Bon. Il a été arrêté pour une décision purement politique. Mais il y avait quand même un souci, je le dis, c'est qu'il n'était pas tout à fait exclu qu'il y ait ce qu'on appelle une excursion de puissance, c'est-à-dire une réaction nucléaire. Bon. C'était pas exclu, alors que c'est complètement exclu physiquement, c'est pas possible du tout avec les réacteurs tels qu'on les a maintenant. Donc, pour la prochaine génération, alors évidemment, on avait fait une coquille qui était tellement solide qu'elle pouvait résister aux explosions. Et vous savez que les explosions, enfin, bon, c'est un peu une plaisanterie, mais on en a tout près de chez nous, tout près de nos pieds, dans les véhicules électriques, les véhicules moteurs à explosion. Et une explosion n'est pas grave si c'est bien confiné. Mais enfin, quand même, ça pourrait être un peu gênant. Alors, au moins dans la tête des gens. Donc, dans Astrid, qui est le nouveau prototype, enfin le projet de nouveau réacteur surgénérateur, la recherche est menée, et le CEA dit qu'il y est arrivé, hein, enfin, quand on l'a pas fait, on va vérifier, pour qu'il ne puisse pas y arriver physiquement d'extension de puissance. Voilà. Donc, ce risque-là serait supprimé. Et quant au reste, bon, enfin on en parlera peut-être tout à l'heure quand vous aurez exposé ce que vous voulez nous dire sur le surgénérateur. Quant au reste, il y a beaucoup d'éléments favorables. Hein, beaucoup d'éléments favorables. Par exemple, un accident Fukushima ne peut pas arriver parce qu'il y a une telle masse avec le sodium que la chaleur résiduelle, après un arrêt intempestif, et même si tout est arrêté, la chaleur résiduelle peut se dégager presque naturellement. Enfin, il y a besoin, à cause de la masse thermique du sodium. Il n'y a pas de corrosion, il y a d'autres trucs. Bon. Il y a le risque que le sodium se mette en contact avec l'eau, c'est un peu gênant, mais le projet d'Astrid, ça sera peut-être de mettre une barrière entre les deux, qui n'est pas d'eau d'ailleurs, que de faire avec du gaz, hein, de façon à répondre à cette difficulté. Voilà. Et sachez qu'il y a des surgénérateurs qui fonctionnent comme une horloge depuis 30 ou 40 ans, je ne sais plus, en Russie. Ils en préparent un de 1000 MW, enfin 1 gigawatt prochainement. Et l'Inde s'y met, le Japon s'y met, la Chine également. Voilà, donc la technique du surgénérateur, on peut en faire, on peut en faire. Nous, ça ne changera pas, ça ne fera pas beaucoup d'émotions dans les autres pays. Et compte tenu des enjeux que je disais, des enjeux d'autonomie énergétique, des enjeux de coût, donc c'est-à-dire de l'argent que l'on pourrait être disponible pour autre chose, voilà, et je dirais, comme on est dans un débat, la question est posée. Je ne veux pas conclure. Le conclusion est clair, mais enfin... Donc la parole est à Christine Berger. Alors, on ne va pas faire le débat tout de suite, mais c'est vrai que je vais juste rebondir un petit peu. Les coûts, je vais en parler un tout petit peu, mais ça sera un peu orienté différemment.
Donc, moi j'ai abordé Super Phénix dans une... bon, c'est un appel d'EDF, c'était donc en fait dans le but de transparence, c'était honorable puisqu'il y avait déjà eu les 10 ans de déconstruction de Super Phénix. Et j'ai été invitée par une photographe également pour faire un petit texte sur les 10 ans de déconstruction. Et on s'est aperçu très rapidement qu'il y avait une énorme matière à faire, un livre, à faire des documents, et on a proposé ça. Et donc effectivement, EDF a été tout de suite très intéressé pour la transmission de la mémoire vivante de la déconstruction, puisque cette déconstruction déjà date d'une quinzaine d'années, et elle se prolongera au moins jusqu'en 2035. Donc en fait, c'est déjà à peu près une cinquantaine d'années pour un gros morceau comme Super Phénix. Alors ce qui a été intéressant, c'est que j'ai vraiment eu à faire des interviews, à me promener dans la centrale, à faire un travail de terrain, la technologie, connaître bien la technologie, connaître les problèmes de mémoire interne, de transmission des connaissances, etc. Donc ça a été vraiment un travail tout à fait passionnant. Moi, je suis une fervente adepte de la déconstruction du nucléaire, et je pense que s'il y a une chose qu'il faut absolument soutenir, c'est la déconstruction. Et par contre, bien sûr, je suis pour un arrêt progressif du nucléaire, même si ça doit être progressif, il faut absolument qu'on trouve le moyen progressivement d'arrêter le nucléaire. Alors ce qui a été intéressant, mais après je vais aborder un autre aspect, c'est que, vous voyez, EDF c'est quand une grosse machine, une grosse institution. Quand j'ai terminé le travail d'observation, on m'a donné un bureau, j'avais accès à toute la documentation, à toutes les personnes, tous les ingénieurs, etc. Eh bien, les gens de Super Phénix étaient extrêmement contents du travail. J'ai fait circuler l'ouvrage, j'ai fait circuler, si vous voulez, pour qu'ils aient un retour de leurs propres paroles. Et là où ça a coincé, c'était à Paris. À Paris, EDF Paris a dit « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est noir, qu'est-ce que c'est lourd !» Et pourtant, vous voyez, les gens du Creil-Smallville étaient extrêmement contents qu'il y ait un relais, parce que l'anthropologie c'est cela, donner un témoignage de leur travail de déconstruction. Alors EDF n'a pas voulu, parce que c'est EDF qui voulait soutenir la publication de l'ouvrage, EDF n'a pas été d'accord, a demandé un autre ouvrage que vous verrez là-bas, donc, qui s'appelle MHSD, qui veut dire mise hors service définitive. C'est ce qui s'affiche là où il y a la petite fenêtre d'habitude de la montée en puissance et de la puissance du réacteur. Et donc là, c'était un livre avec beaucoup de photos de Jacqueline Salmon. Et moi, j'ai fait un texte beaucoup plus petit et finalement qui n'abordait pas les choses qui sont lourdes à propos de la déconstruction. Bon, donc ça, c'est une première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que maintenant, je suis assez régulièrement invitée dans des colloques. J'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens, et notamment quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Michael Schneider, qui a donné son rapport sur l'industrie nucléaire mondiale en 2012, et il nous a montré les tableaux de commande des centrales nucléaires. Et finalement, on s'aperçoit de quoi? Eh bien, le monde nucléaire, largement, au niveau mondial, a mangé son pain blanc, et on est dans une phase de descente très accélérée du carnet de commande des centrales, la France également. Nous n'exportons pas notre technologie actuellement, c'est d'ailleurs un gros problème pour le monde nucléaire. Et des gens comme Walter Wildy, qui était l'ancien président de la Commission suisse pour la sécurité des installations nucléaires, a eu le même type d'écho, et il y a comme ça beaucoup de représentants des ASN du monde entier qui ont des échos semblables. Alors, en deuxième partie, je voudrais présenter un peu quelques aspects d'un document que vous pouvez tous aller consulter, qui est la réunion à l'Assemblée nationale du 30 mai sur le thème de la sécurité, qui a été initié par Denis Baupin, écologique, et qui met en débat ce que c'est que la sécurité nucléaire et ce que c'est que la sûreté nucléaire, puisqu'il faut savoir que le nucléaire est fondé sur une culture de la sûreté qui a été vraiment appuyée à partir de 1991 et qui a fortement cherché à bénéficier des enseignements de l'accident de Tchernobyl.
puisque dans l'industrie nucléaire, comme dans n'importe quelle autre industrie, il y a ce qu'on appelle le retour d'expérience, et c'est très important d'apprendre des accidents. Vous voyez que nous, contemporains, déjà, que nous sommes de 3 accidents, hein, on va revenir sur ce que c'est que la probabilité des accidents. Alors en France, ce qui se développe et qui est très intéressant, et qu'on voit beaucoup apparaître dans ce débat à l'Assemblée nationale, c'est donc la notion de vulnérabilité du parc national français, du parc nucléaire français, et qui inquiète autant d'ailleurs les gens du côté nucléaire que les opposants finalement, puisque vulnérable veut dire attention, danger. Hein. Alors, petit bilan de Pierre-Franck Chevet, qui est président de l'Agence nationale de sûreté. Il a dit que le bilan était globalement assez satisfaisant. Et il a dit, eh bien écoutez, moi, je ne suis pas content, parce que si j'avais eu ça comme appréciation dans mon carnet scolaire, j'aurais été vraiment très triste. Bilan assez satisfaisant. Et il a donné quelques aspects de problèmes. Problème de référentiel de sûreté. Alors bien sûr, ça a fait débat, puisque c'est un débat à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas apparemment le même référentiel de sûreté nucléaire que les Allemands, puisqu'il y a eu une enquête qui a été demandée par l'État du Bade Württemberg, qui a montré qu'on devrait immédiatement arrêter la centrale de Fessenheim. Donc déjà, au niveau mondial, si la France n'est pas cohérente avec ses voisins, il y a déjà des tensions qui sont importantes. Bon, il a parlé, ce monsieur également, de l'obsolescence des standards de sûreté actuellement. Il dit que l'EPR, qui est donc à devoir ouvrir, représente le meilleur palier de sûreté, mais qu'on ne peut pas exporter tel quel les REP, qui sont tout l'ensemble du parc national français, les réacteurs à eau pressurisée. Nous avons fait ce qu'on appelle une monoculture. C'est fragile comme toutes les monocultures, c'est un peu consanguin si vous voulez, et comme toute consanguinité, c'est pas porteur d'intelligence de rénovation. Donc on est coincé par l'ensemble d'un parc qui a uniquement ce qu'on peut appeler... alors c'était un avantage dans la mesure où on pouvait faire un retour d'expérience très intéressant, mais c'est une fragilité maintenant puisqu'il y a ce qu'on appelle les risques d'accident génériques. C'est-à-dire que il va y avoir le même type d'accident et on commence finalement à prendre un peu peur, même dans le monde du nucléaire, parce que, bon, déjà, M. Pierre-Franck Chevet nous dit « Nous devons anticiper le risque d'avoir à suspendre simultanément le fonctionnement de plusieurs réacteurs qui présenteraient un défaut générique grave et même anticiper dès maintenant l'arrêt définitif pour des raisons de sûreté de ces réacteurs. » Bon, là, vous voyez, on a quand même des problèmes d'indisponibilité qui augmentent. Il y a eu, au lieu de 15 en 2012, il y a eu 20% de taux d'indisponibilité des centrales nucléaires, ce qui n'amuse pas du tout EDF. Hein. Il y a eu 7 mises en demeure pour Areva de la part de l'ASN, ce qui veut dire qu'ils se font quand même sacrément remonter les bretelles et que financièrement, ils commencent à dire qu'il va falloir répercuter sur le prix du kilowattheure du consommateur parce qu'ils n'ont pas assez les moyens de traiter, d'anticiper, si vous voulez. Donc, on a quand même bien un problème de moyens politiques et financiers depuis le monde nucléaire qui est exprimé par on peut dire, les grandes personnes je veux dire, du monde nucléaire que sont Pierre-Franck Chevet et puis donc un autre que je vais citer. Alors, ce monsieur donc nous dit, tout le monde peut aller sur le site de l'Assemblée nationale et écouter, c'est complètement accessible. Hein. Il nous dit l'accident grave est possible en France, il faut se préparer à ce type de situation, y compris à des crises importantes et longues. Alors maintenant, faisons parler Jacques Répussard, qui est directeur de l'IRSN, hein, que vous connaissez certainement, l'IRSN donc, qui travaille actuellement sur le coût des accidents. Moi, je parlerai aussi de coût, on pourra compléter un peu, parce que certainement, vous aurez beaucoup de connaissances sur le coût des énergies renouvelables. Moi, j'aurais d'autres coûts. On peut faire un petit peu un organigramme des différents types de coûts et puis de ce à quoi les budgets vont être attribués. Donc, Jacques Répussard, avec l'IRSN, qui travaille sur le coût des accidents, dans le cadre de l'OCDE, hein, l'Organisation de coopération et de développement économique, pour évaluer le niveau d'investissement, d'indemnisation qui est prévu entre les États membres pour financer, et si vous voulez, pour reporter ce qu'ils appellent la mutualisation des accidents.
Alors c'est vraiment intéressant parce que vous avez parlé de 1000 milliards d'euros tout à l'heure. Eh bien, le chiffre de 1000 milliards d'euros, c'est pour ça que vous étiez optimiste dans votre livre, parce que vous parlez de 70 millions d'euros. 1000 milliards d'euros, c'est le chiffre d'évaluation de l'accident de Fukushima. Et cet accident, si vous voulez, ne peut évidemment pas être soutenu par un pays. Et on est en train de nous éduquer à la notion de mutualisation des accidents, c'est-à-dire que tous les États membres et progressivement le monde, on est évidemment devant une urgence de mutualiser au niveau mondial le coût des accidents, parce qu'on a compris que finalement le bloc russe, qui a énormément, on devra parler tout à l'heure de Tchernobyl, a travaillé d'une façon forcenée pour endiguer cette terrible accident et ces conséquences qui ne sont pas terminées et qui ne seront jamais terminées. De même que Fukushima, ça ne finira pas, parce qu'il faut dire qu'au niveau historique, nous sommes dans une ère de cumul d'une pollution qui ne s'arrêtera pas, qu'on ne fait qu'aggraver, parce qu'on ne parle pas maintenant des essais nucléaires, on ne parle pas maintenant de la guerre qui se fait avec de l'uranium appauvri et donc qui arrose, si vous voulez, d'une façon honteuse le globe total avec des radionucléides lourds, qui causent la mort de centaines de milliers de personnes progressivement. Vous voyez, depuis les essais nucléaires jusqu'à maintenant, on n'arrête pas d'avoir des... Vous voulez, c'est une bombe à retardement. On n'est pas dans la bombe, on est dans la bombe à retardement. Et la France, toujours en retard, puisque dans le domaine des essais nucléaires, les États-Unis ont assez rapidement ouvert leurs archives, enfin tardivement, mais quand même plus rapidement que la France, qui, elle, peine beaucoup à ouvrir les archives des essais nucléaires. Évidemment, pour cause d'indemnisation des victimes, et nous avons un problème politique réel de taux d'indemnisation des victimes avec des dossiers qui n'arrivent pas à avancer, bien sûr, puisqu'il y a bientôt, et même progressivement, on s'aperçoit que l'argent, comme vous dites très bien, ne peut pas aller partout à la fois. Alors Jacques Répussard dit « Nous n'avons pas les moyens de nous payer un accident majeur. » Ah, on n'a pas les moyens, mais n'empêche, on court le risque. Provisionner le coût d'un accident majeur représenterait des sommes faramineuses, dit-il. C'est une citation rigoureusement exacte que vous pouvez trouver. Et il dit « Le coût du kilowattheure influe sur la gestion économique de l'exploitant, c'est-à-dire EDF, qui est un petit appel du pied. Bien entendu, il faut augmenter le coût du kilowattheure. » Alors, il nous dit « Le coût de l'adaptation des équipements après la catastrophe de Fukushima sera supporté par les Français sous forme d'une augmentation du prix du kilowattheure. » Parlons de coût. En parlant de coût, on parle déjà du coût du français moyen, qui progressivement, ça va être très tranquille, ça ne va pas être quelque chose de catastrophique, mais enfin, il faut étaler sur la population le report de tout ce grand carénage du parc nucléaire français, c'est-à-dire la remise à niveau d'un parc vieillissant pour lequel il faut absolument rétablir les conditions de sûreté. Par exemple, Fessenheim avait un radier, vous savez, cette énorme couche de béton qui est sous la cuve, d'1 mètre d'épaisseur. 1 mètre d'épaisseur, c'est rien du tout. Quand on sait que la nappe phréatique est en dessous, si jamais il y a percement de la cuve, on pollue tout le Rhin, enfin, vous voyez, on pollue des villes et des villes. Donc, on peut dire que là, je parle vraiment de l'intérieur même du monde nucléaire, qui a des gros soucis de remise à niveau, de la sûreté, et qui ne peut pas... alors, également, ce qu'on peut dire, c'est que, et puis je vais bientôt arrêter, il faut qu'on soulève le problème de cet uranium qui n'est jamais comptabilisé, jamais, et je ne suis pas là, c'est pas moi qui le dis, il y a plusieurs documents, dont des documents de Bernard Laponche, qui montrent que l'uranium, on arrive avec une électricité primaire, une énergie primaire en fait, qui vient de la chaleur produite par la consommation de l'uranium. Eh bien non, il faut partir avec les coûts que coûte l'extraction de l'uranium, et ça ne fait pas partie du document. Alors bon, on aura peut-être le temps, parce que là, moi, c'est vrai que j'ai pas mal de documentation, mais c'est toujours un peu fastidieux d'avoir à fouiller dans la documentation. Mais en tout cas, ce coût est réel,
et il se manifeste par des coûts latéraux qui sont les coûts si vous voulez, de la relation au Niger, puisque ce Niger qui nous a coûté des gens qui ont été enlevés d'Arriva, des gens qui ont été enlevés, et la France vient d'offrir quand même un avion présidentiel donc au président du Niger, et il est question de lui donner 35 millions d'euros, ou peut-être même beaucoup plus. Si vous voulez, on en est à une négociation avec le Niger qui a parfaitement compris que pendant ce temps-là, Niamey n'est pas électrifié pour la nuit. Hein. On se balade la nuit, c'est pas... Voilà. Donc pour terminer, Dominique Minière, qui est directeur de la division production d'EDF, dit que l'évaluation de ce grand carénage, c'est 50 milliards d'euros. Et là, je ne parle pas des coûts qui augmentent sans cesse du grand stockage géologique. Je ne parle pas des coûts de la déconstruction qui doit être très méthodique, très lente, et on doit mettre l'argent comme il faut, et ça coûte de plus en plus cher. Je ne parle pas des coûts qui vont augmentant de l'EPR de Flamanville, puisqu'on en est à avoir augmenté de 6 milliards à 15 milliards, etc., et c'est pas terminé. Et finalement, on a comme ça, dans le monde du nucléaire, une nécessité d'augmentation des coûts à plusieurs niveaux, et qu'il faut soutenir, parce qu'on ne peut pas ne pas soutenir le nucléaire dans la mesure où c'est une énergie dangereuse, et où il faut qu'elle travaille bien, donc qu'elle déconstruise bien, et qu'elle continue à bien travailler, même si François Hollande a l'espoir qu'on arrivera en 2020 à 50% d'énergie nucléaire, avec un parrainage, si vous voulez, des énergies renouvelables à 50% également. Alors bien sûr, les coûts, il y a encore beaucoup à dire, bon, voilà. Mais il faut laisser la parole un peu aux débattants. Alors, si... oui, non, mais bien entendu, il y a aussi des réactions dans le public, mais si vous voulez rebondir tout de suite... Oui, en quelques mots, je ne vais pas tomber dans le voilà, très bien. Vous m'auriez dit le risque d'un accident est tel que je refuse par principe le risque. Je trouve que c'est insupportable, je le refuse par principe, je dis ok, on va voir comment on fait sans nucléaire du tout. Sachant que, on reviendra sur le nombre de morts, il y a très peu de décès après un accident, y compris Fukushima, et d'ailleurs l'IRSN le dit, hein, dans le calcul des coûts de 400 milliards, l'IRSN a dit, il n'y a pas de dépenses sanitaires, il n'y a pas de dépenses sur la santé. On pourra revenir, si vous voulez, sur les composantes de ces 400 milliards. Je suis allé voir Jacques Repussard pour en parler avec lui. Voilà, donc il n'y a pas de coût sanitaire. Par contre, fuir, enfin dégager le terrain sur quelques dizaines de kilomètres carrés, peut-être plus que quelques centaines, c'est un risque évidemment très désagréable. Bon. Donc on peut refuser complètement le nucléaire. Si on ne le refuse pas complètement, on regarde les coûts, et là je pourrais reprendre point par point tout ce que vous avez dit. Vous regarderez sur Internet, j'ai le détail du coût du nucléaire, et chacun peut mettre son chiffre sur l'investissement, sur le coût des déchets, sur le coût du démantèlement, sur tout ça, et on verra qu'on tourne autour de 70 € par mégawattheure, bon, y compris en mettant la sauce, hein, mais on pourra en reparler si vous voulez. Bon. Les 40 milliards dont vous avez justement parlé de travaux à faire, sur 400 millions de mégawattheures par an, ça fait donc 40 € d'investissement par mégawattheure. D'investissement, 40 € par mégawattheure. 40 € par mégawattheure, étalé sur 10 ans ou 20 ans, ça fait 4 € par mégawattheure. C'est pas la mer à boire. Les chiffres sont énormes, mais quand vous la ramenez à la production, c'est peu de choses pour mégawattheure. Et un dernier point, ne vous référez pas, pour évaluer les risques d'accident à Tchernobyl, la centrale de Tchernobyl était complètement différente des centrales en France, et au Japon d'ailleurs. Donc, se référer à Tchernobyl, le risque énorme, c'est un gros débat, pour dire quelque chose des risques en France n'est pas pertinent. Par contre, se référer à Fukushima, je suis d'accord. Alors, encore une fois, Fukushima, ils n'avaient pas mis quelque chose de dispositif qui empêche les explosions d'hydrogène, alors qu'on en a dans toutes les centrales françaises. On en a toutes les France, et après l'accident de Smiley Land aux États-Unis, s'il y avait un consensus d'en mettre partout, et ils n'en avaient pas mis.
Et ils n'avaient pas mis de filtre aux évents. Vous savez, quand la pression augmente dans l'enceinte de confinement, il faut faire partir des produits, enfin pour dégager la pression, et il y a des poussières, des petites gouttes chargées de césium, d'iode. Bon. Donc, ils ne l'ont pas fait. Ils n'avaient pas mis de filtre, ce qui est incompréhensible. On se demande pourquoi, et là, l'anthropologue peut réfléchir à ça. L'anthropologue peut se demander aussi pourquoi ils n'ont pas tenu compte d'un tsunami alors qu'il y a des bornes sur le terrain au Japon qui indiquaient jusqu'où est allé le tsunami il y a 20 ans ou il y a 100 ans. L'anthropologue pourra voir aussi comment il se fait qu'une centrale à Fukushima, à quelques dizaines de kilomètres, a été construite sur la falaise, et elle tient très bien, et elle n'a pas du tout souffert. Donc, les problèmes de Fukushima, c'est plus qu'un problème technique, c'est un problème d'organisation. Après l'accident, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dissous les 3 instances de sécurité qui appartenaient à 3 ministères différents pour en faire une. Pendant longtemps, ils n'ont même pas arrosé parce qu'ils voulaient sauver leur outil industriel. Enfin, il y a eu des fautes énormes. Et le prédécesseur, je m'arrête là, le prédécesseur de Pierre-Franck Chevet, André-Claude Lacoste, quand on lui disait « Où sera le prochain accident ?», ben, il disait « En Japon ». Parce qu'il savait que ça n'allait pas. Voilà. Donc, quand on... Non, mais je veux dire par là aussi, l'erreur est humaine, n'est-ce pas? Mais ça, c'est universel. Absolument. Et je me rappelle aussi qu'après Fukushima, je sais, mais juste après Fukushima, on a... non, avant le tsunami, avant la catastrophe, on a mis à la porte des lanceurs d'alerte. Donc, je veux dire, c'est une question politique à Fukushima. Mais je suis d'accord avec vous. Je voudrais intervenir tout de suite parce que, bon, moi je me présente Marc Le Sauvage, j'habite mon jumeau, et j'ai eu vent de ce débat et je voulais vraiment venir parce que moi historiquement et culturellement je suis pro-nucléaire. J'ai voulu venir pour essayer de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de l'argumentation des antinucléaires. Et je vous ai écouté attentivement, il y a plusieurs choses qui m'ont gêné. D'abord, moi je me place déjà sur un plan économique et historique. Je considère que le nucléaire a quand même favorisé en grande partie le développement économique des grandes puissances actuelles dans le monde. Les États-Unis hormis, mais la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Japon. Là, c'est une chose. Que effectivement, le nucléaire, comme tout outil technologique depuis que l'humanité est humanité, a un risque potentiel. Peut-être plus grand que les autres, mais un risque potentiel. On dénonçait déjà le charbon à l'époque, on a dénoncé les trains quand ils sont apparus, on a commencé à dénoncer à chaque fois qu'il y a eu des avancées technologiques, il y a toujours eu des hommes pour dire attention, c'est un risque. D'autre part, alors il y a plusieurs choses qui me gênent, c'est que moi je pars du principe que le parc français n'est pas du tout géré comme Tchernobyl et Fukushima. On sait très bien maintenant que Tchernobyl s'est passé ça parce qu'il y a eu des ingénieurs un peu abrutis qui ont commencé à faire des essais sans aucun contrôle et sans savoir où est-ce qu'ils allaient et sans savoir et sans maîtriser ce qu'ils étaient en train de faire, et que dans leurs essais ils ont provoqué un enchaînement de circonstances qui a débouché sur Tchernobyl. Je ne crois pas que les ingénieurs français fassent ça dans les centrales françaises. Fukushima, on sait maintenant qu'il y avait un risque de tsunami, il y a un risque de séisme. Que l'on me dise actuellement en France, où y a-t-il des risques terrestres majeurs qui puissent déclencher un accident majeur de type de Tchernobyl ou de Fukushima à un endroit en France? Alors, je peux répondre. Alors, non, mais de ce type-là, il peut y avoir des risques, bien sûr, des inondations ou des je ne sais quoi, mais qui peuvent déboucher sur une catastrophe. Et je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui me gêne, c'est que vous dites, y compris dans le milieu du nucléaire, on reconnaît le fait qu'il y aura un accident et que les potentialités d'accident existent. Ce que j'aimerais que l'on me dise, parce que ça je l'ai souvent entendu dire, c'est que l'on me donne des explications techniques argumentées pour nous dire où, quand et comment un accident peut de type de Tchernobyl, enfin pas de type, de l'importance de Tchernobyl peut arriver en France. Parce qu'on nous dit ça va arriver, mais ça je l'ai déjà entendu, mais j'aimerais bien que l'on me dise techniquement comment. Parce que pour l'instant... Et alors, non, mais pas trop long, s'il vous plaît, parce qu'il y a d'autres. Voilà, pour qu'on puisse avoir d'autres questions. La parole doit circuler. Hein. Vous parliez du développement. Bon, effectivement, il y a eu ce que j'appelle le pain blanc, c'est-à-dire que ce nucléaire qui était parfaitement lié au militaire
et d'ailleurs le nucléaire militaire et le nucléaire civil ne sont absolument pas étanches, hein, ils communiquent bien l'un avec l'autre. C'est pas nous qui avons fait ces choix à l'époque, et progressivement on a vu les dangers en fonction des accidents. Il faut savoir que l'approche probabiliste qui avait été adoptée jusque-là s'est avérée fausse, puisqu'on n'arrête pas de réajuster. Les gens comme M. Répussard reconnaissent qu'on en est à 20 fois plus d'accidents que ce qu'on avait supposé. C'est eux qui le disent. Moi, je n'ai fait que prendre les arguments issus pour l'instant de ce monde-là qui fait son autocritique. Deuxièmement, le risque d'accident. Nous, en France, on a ce qu'on appelle donc le type de possibilité d'accident générique, dans la mesure où on a fabriqué des centrales qui sont toutes les mêmes, étant donné que les RNR, si vous voulez, le petit RNR Phoenix, qui était le papa de Super Phoenix, il vient d'être arrêté, il est en cours de déconstruction. Super Phoenix a été arrêté, mais il a eu énormément de problèmes. Et pour l'instant, Astrid est dans les papiers. Donc moi, je suis en relation avec une femme qui est à la communication à Cadarache. Pour l'instant, il n'est pas construit. À l'horizon 2040, il y aura peut-être un réacteur qui s'appelle Astrid. Pour l'instant, et vous êtes bien d'accord, il est encore en étude. Donc on a un type d'accident, par exemple, très précisément lié au problème de cuve, puisque le bombardement neutronique, quand il y a un vieillissement des centrales, est extrêmement fragilisant pour des cuves en métal, qui, le métal, étant bombardé, donc, et vous savez ce que ça donne, des captures de neutrons vraiment au niveau électronique, au niveau, je veux dire, de la matière. Ça fabrique des cuves qui peuvent percer, il est dit, d'après les gens de l'IRSN, qui peuvent percer d'un moment à l'autre. Rupture brutale possible des cuves de réacteurs. Ils ont même mis des noms sur ces centrales, hein, notamment Cruas 1, le Bugey 2, je crois. Enfin, il y a plusieurs centrales qui ont été épinglées, avec des risques potentiels de rupture de cuve. Vous imaginez ce que c'est une rupture de cuve? C'est un accident monumental, un accident majeur. Et il n'y a pas que ce type d'accident qui est possible. Alors, il y a plusieurs types d'accidents, mais c'est celui qui fait le plus peur au monde interne. Hein. C'est-à-dire qu'il est question peut-être d'arrêter ces centrales. Hein. La SN n'a pas encore donné son feu rouge, hein, pour arrêter ou pas ces centrales. Et pour l'instant, il est question évidemment de rénover le parc nucléaire parce que on cherche à le faire vieillir plus tard que la date de péremption. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt à ce qui s'appelle la transition énergétique dans le monde nucléaire, qui n'a rien à voir avec celle dont on parle, du nucléaire vers du non-nucléaire. La transition énergétique du monde nucléaire au monde nucléaire, c'est aller vers des technologies. Alors l'EPR, qui est une façon de redoubler le REP, avec des conditions de sûreté plus intéressantes. Et puis le RNR Astrid est une façon de revisiter Super Phoenix, mais il n'y a aucune invention technologique, aucune, il n'y a pas eu d'avancée du tout. Il y a des avancées sur le retour d'expérience, donc une avancée sur les possibilités d'être, si vous voulez, dans la culture de la sûreté, d'assurer le non-accident. Bien sûr, des gens comme Répussard ou Chevet disent « nous visons zéro accident ». Qui ne le viserait pas? Monsieur Minière également, qui ne viserait pas zéro accident? Mais ceci dit, la probabilité d'avoir un accident quand on a 2 centrales chez soi, et la probabilité, ou 2 tranches, admettons, et la probabilité d'avoir un accident quand on a, comme chez nous, 54 ou 58 tranches en fonctionnement, elle est quand même, excusez-moi, elle est quand même pas la même. Hein. On ne parle pas d'accident probable au niveau mondial, on parle de chez nous, et il y a quand même, bon, si vous voulez, eu un incident niveau 2 qui a été déploré par la SN, hein, en France, et c'est quand même déjà grave, un incident numéro 2, l'échelle des accidents et des incidents faisant 7 degrés, c'était quand même une façon de vraiment remonter les bretelles à cette centrale, que je nommerai pas, parce que je ne veux pas faire de discrimination des centrales, je ne veux pas non plus qu'on mette le doigt sur une centrale précise, mais il n'y a qu'à lire la documentation, elle est accessible partout, justement parce que la SN fait un énorme effort de transparence. Hein. Et donc, quand on parle d'accident, je terminerai par Tchernobyl, il est bien sûr toujours facile de dire que les autres sont des imbéciles. Alors ces pauvres Russes qui ont vraiment fait ce qu'ont été incapables de faire les Japonais, à savoir aller voler avec des hélicoptères au-dessus du cratère et balancer de tout pour faire éteindre, si possible, ces émanations mortelles, ça a causé des milliers de morts, hein, mais même des morts immédiats.
Alors, l'étude, mais si bien sûr, l'étude, maintenant il y a un énorme problème de l'évaluation du nombre de morts qui, alors là, ça, je le chercherai parce que je ne veux pas parler trop, mais je le cherche pendant que quelqu'un d'autre va le dire. Il y a des gens qui disent, de l'AIEA, il y a eu 31 morts, et qui provoquent la colère terrible des gens au niveau mondial, si vous voulez, parce qu'il ne faut quand même pas se ficher du monde. Les dossiers médicaux du début ont disparu, comme pour les essais nucléaires, hein, pour qu'on empêche les gens de calculer le nombre de morts immédiats. Ensuite, ce qu'on n'a jamais comptabilisé, c'était les avortements qu'on a demandé aux femmes d'avorter. Rien que pour la ville de Kiev, 20 000 avortements. Hein, avortements de gens qui voulaient porter leur enfant. Bon. Donc l'armée, on les a, si vous voulez, récompensés par des médailles 1 sur 10. C'est comme ça qu'on peut calculer qu'il y a au minimum, ça se chiffrera au moins en dizaines de milliers de morts, mais certainement en centaines de milliers de morts. Parce que ce n'est pas terminé, parce qu'il y a des archives secrètes. Et il y a des sociologues qui ont travaillé sur la question. Il y a un livre qui s'appelle « Les silences de Tchernobyl ». Ce livre a été édité en 2006. Vous savez que 2006, c'est la date de la transparence, c'est pas pour rien. Parce que c'est aussi la date d'ouverture d'archives nucléaires militaires. C'est la date d'ouverture d'archives russes. Et en fait, l'histoire, c'est l'histoire qui va travailler. C'est comme pour l'Holocauste. Hein. L'histoire travaille et c'est l'histoire qui va nous donner les vrais chiffres, qui va nous faire comprendre à partir des archives, qui sont les témoins immédiats, avec des dossiers qui ont été ceux qui restent, ceux qui n'est pas supprimés, parce qu'il y a des dossiers supprimés, y compris même des gens, comme le professeur Bandatowski, 8 ans de prison. Hein, tout simplement parce qu'il a étudié les enfants de Kiev. Hein. Donc, vous voyez comment c'est très sensible. On peut être pro-nucléaire, moi ça ne me dérange pas, mais au moins qu'on sache, qu'on met en balance des choses qui sont toujours appuyées sur ce théorème, ce sont les autres qui sont des imbéciles, et nous on va faire mieux que tout le monde. Bien, j'espère, parce que moi j'habite en France, mes enfants habitent en France, toute ma famille habite en France, j'espère, je suis forcément portée vers l'espoir que tant qu'on n'a pas décéléré au niveau nucléaire, et c'est pour ça que j'encourage de tous mes voeux la déconstruction, parce que rien que la déconstruction, c'est aussi porteur pour la santé des DATR dont on ne parle jamais, les gens qui sont affectés aux travaux sous rayonnement, hein, dont on ne parle jamais, et qui, eux, reçoivent les doses de 100 millisieverts. Bien sûr, quand on va dans une centrale, moi je me promenais parmi les ingénieurs, moi je ne reçois pas ces doses-là. Et quand on leur dit, bah, écoutez, vous avez reçu trop de doses, là, vous faites quoi? Vous arrêtez de travailler. Et eux, il faut qu'ils continuent à travailler, ils vont dans une autre centrale où ils continuent à prendre des doses, si leur dossier médical, éventuellement, le permet. Bon, voilà, c'est quand même, vous savez, c'est un serpent de mer. C'est un serpent de mer, et on voit les choses qui vont au-dessus du niveau de l'eau, en rassemblant les documents. Pour l'instant, là, j'ai surtout parlé de la documentation qui est directement accessible et qui vient du monde politique, à savoir tout ce que Delphine Batho peut essayer de répondre et ce que les gens de l'ASN et de l'IRSN peuvent dire. Voilà. Et après, juste une question. Vous n'avez jusqu'à maintenant pas parlé de sous-traitance. Vous restez sur la sécurité, hein, les médias. Alors, bon, parce que oui, après, on va parler de l'avenir. La cascade des sous-traitants, je vous répondrai très courtement. La cascade de sous-traitance qui parfois pouvait aller jusqu'à 30 sous-traitants, Delphine Batho a dit qu'il fallait qu'elle s'arrête complètement. Elle propose 3 niveaux. Mais vous voyez, le nucléaire est quand même pris entre le marteau et l'enclume. Parce que les sous-traitants, si les centrales font appel à des sous-traitants, c'est qu'au niveau financier, elles ont besoin de faire appel à ces sous-traitants. Alors si on leur dit, c'est terminé, vous ne faites plus appel aux sous-traitants, qu'est-ce qu'elles vont faire, hein? Donc vous voyez que ce n'est pas si simple. Le problème des sous-traitants, je suis d'accord avec vous, parce qu'il y a aussi le problème de la mémoire, de l'action que l'on accomplit dans la centrale. Eh bien vous savez qu'entre la construction de la centrale, où personne n'a pensé à la déconstruction, hein, la construction de la centrale, déjà, pose des problèmes dans la déconstruction. Parce que, et ça je le tiens du terrain, hein, puisque les gens, en déconstruisant, trouvent des choses, oh, mais on ne savait pas que c'était comme ça. Et c'est normal, puisque les archives s'est éloigné dans le temps, 40 ans, 50 ans. Donc, par exemple, la salle de documentation de Cress-Malville, il n'y a que moi qui m'y étais le nez, parce qu'il y a une accumulation de livres magnifiques, hein, de documents, de tas de choses. Et quand j'étais sur le terrain,
et j'en parle vraiment, enfin je leur en ai parlé, donc il n'y a pas de secret, il y a des gens qui me disaient, moi je suis la mémoire de ce service. Eh bien il y avait des questions, quand je leur posais des questions, ils me disaient, mais je ne m'en souviens pas, je leur dis, et la documentation, je ne sais pas où elle est. Donc vous voyez, la perte de mémoire, c'est très important la perte de mémoire, mais la sous-traitance, c'est malgré tout, c'est pas volontaire, hein, c'est pas volontaire, il n'y a pas de péché originel qui soit volontaire de la part du monde du nucléaire, mais Si, c'est la décision initiale. la décision, mais c'est aussi les équilibres financiers pour arriver à optimiser, hein, c'est le mot, optimiser. Bon, ils cherchent aussi, comme tout le monde, à optimiser, eh bien, voilà, la cascade des sous-traitants. C'est l'économie. Monsieur C'est une Henri perte de Prévost, mémoire. la parole. Il y a, sur certains points, on sera d'accord, mais il y a sur certains points, j'apporterai des Oui, corrections certainement. de fait. Hein, Oui. enfin, bon, sur, vous avez 100 fois raison sur la mémoire. Hein, il faut garder la mémoire. Garder la mémoire sur 100 ans, ça ne va pas être impossible. Ça ne va pas justifier l'arrêt du nucléaire. Il faut y penser et maintenir la mémoire. Non, mais soyons sérieux, c'est pas. Il y a d'un autre côté les sous-traitants, je vous rejoins tout à fait. La cascade de sous-traitants, ça déresponsabilise, ce n'est pas bien. Bon, ça c'est clair. Maintenant, sur les risques sanitaires, sur les risques de graves accidents, hein, la cuve qui casse, ça c'est effectivement, vous avez raison, c'est le pire. Bon, mais des dispositions sont prises tout de même pour l'éviter. Vous savez qu'on fait une révision complète tous les 10 ans. Et on met des éprouvettes de métal à des endroits qui sont plus sollicités, plus attaqués par les neutrons que la cuve. Et on sait que ça nous donne au moins 20 ans d'avance sur l'usure, la façon dont le métal est abîmé. D'un autre côté, à chaque fois, on regarde ces microfailles qu'il y a éventuellement dans le métal et on peut analyser comment ça évolue. Donc, évidemment que c'est le risque énorme. Mais évidemment, on pouvait s'en douter avant, mais je vous donne des éléments pour dire que c'est, je veux dire, maîtrisé. Et nos centrales sont beaucoup moins, au total, beaucoup moins sollicitées que d'autres, en Suisse, par exemple, qui ont fonctionné beaucoup plus longtemps, et donc dont la cuve a reçu beaucoup plus de neutrons. D'un autre côté, sur Tchernobyl, vraiment, ne transposons pas l'accident de Tchernobyl en France. C'est une erreur de raisonnement qu'on devrait s'interdire. Parce que Tchernobyl, c'était une autre technique avec des masses énormes de graphite. Et le graphite a brûlé. Et c'est ça qui a envoyé une colonne d'air considérable, enfin une colonne donc, de produits de fumée et de produits toxiques, ce que l'on ne peut pas voir. C'est impossible avec nos... On est d'accord là-dessus, je bon, rappelle oui, le voilà, l'accident. D'accord. Oui. Sur le fait que les Russes... Alors, sur les Russes sont des en fait, c'est l'ordre, c'est le soviétique, c'est l'ordre soviétique qui a fait ça, parce que c'est de Moscou. On leur a dit, faites ceci et faites cela. Bon, là, admettons que dans les 50 ans qui viennent, on ne sait pas ce qui peut se passer, et peut-être qu'on aura des dirigeants fous. Bon, en France aussi. Bon. Donc, je crois qu'on peut... Je crois qu'il est sain, et là je vous rejoindrai, je pense, j'ai eu une conversation avec Jacques Hussard sur le sujet. Je crois qu'il est sain d'imaginer l'accident maximum en France, voir ce que ça donnerait. Hein, voir ce que ça donnerait. Eh bien, revenons sur ces 400 milliards, tels que Ça fait l'IRSN a combien de évalué. déplacements de population Voilà. en France? Mais un accident majeur. Non, mais c'est ça le plus c'est intéressant. le déplacement. Le fric, c'est autre chose. Là. C'est pas la Russie, c'est très On est d'accord, c'est le déplacement. C'est le déplacement des populations. Laissons les arguments économiques de côté. Ah. Non, mais je suis d'accord avec vous, je suis tout prêt à en discuter. C'est votre avis. C'est votre avis. Si l'on refuse, non mais je ne sais pas si vous avez lu le bouquin, à la moitié du livre, j'ai bien exposé tous les aspects sanitaires, j'y reviendrai après hein, sur le nombre de morts, etc. J'ai exposé les accidents, les incidences sanitaires. J'ai dit que le seul risque, c'est l'évacuation des territoires. Et le risque zéro n'existe pas. Donc, on peut refuser par principe, mais alors on le refuse complètement. On le refuse complètement, parce que qu'il y en ait 1 ou 10, c'est pareil. Hein. De toute façon, il faudrait évacuer le territoire. Si on le refuse complètement, il faut en tirer toutes les conséquences. Bon. Dire qu'on diminue par 2 pour diminuer une probabilité, je ne suis pas d'accord. Là, c'est une faute de raisonnement. Si le risque est inacceptable, il faut tout supprimer. Et Oui. donc,
Je pense qu'on est peut-être passé d'accord. Donc on supprime tout. Mais oui, c'est d'accord. Si on se dit que, compte tenu des coûts, compte tenu de ce qu'on peut faire avec les milliards, et centaines de milliards, eh bien, on peut continuer et que le risque est très faible, je reviens sur la probabilité, et que la probabilité est très faible, alors on se demande s'il faut en faire plus ou moins. Hein. Mais le truc je divise pour diviser le risque, je suis pas d'accord. Alors maintenant, sur les aspects sanitaires, il y a 2 chapitres sur le sujet. Hein. J'ai essayé vraiment de faire le truc le plus sérieux en me disant que ça pouvait plus par des gens comme vous. Si bon. Donc, j'ai regardé les études épidémiologiques, j'ai regardé ce qu'ont dit Hiroshima, ceux qui ont reçu moins de 100 millisieverts, une dose de 100 millisieverts, on reçoit naturellement 2,4 millisieverts par an en France. Dans certaines régions du monde, on en reçoit 20, 30, 40. À Ramsar, sur la mer Caspienne, plus de 100 millisieverts par an. Bon, on n'a pas vu qu'avant, il y a quelque temps, les gens allaient là parce que ça soignait. Bon. On s'est rendu compte d'ailleurs que quand la dose n'est pas trop forte et faible, peut-être, certains se disent, tiens, tout se passe comme si ça renforçait l'organisme, hein, et il y a moins de risque de cancer pour ceux qui reçoivent des petites doses. Bon, c'est le résultat de certaines études épidémiologiques, c'est pour moi qui l'invente. Donc, moins de sang, et donc moins de leucémie. Moins de leucémie chez les victimes, enfin ceux qui ont entouré Hiroshima et Nagasaki, moins de leucémie pour ceux qui ont touché 100 millisieverts. Bon. C'est l'étonnement après de ces études qui ont été faites. Bon. Donc, le calcul prudent, en supposant que les moindres radioactivités aient un effet proportionnel, vous savez ce qu'on appelle la RLSS, la relation linéaire sans seuil, conduisent autour de Tchernobyl à 25 000 morts. Bon. C'est pas rien, en 50 ans, sur des centaines de millions de personnes, hein, sur le monde entier. Bon. Voilà, donc il faut avoir ces ordres de grandeur, et Tchernobyl, encore une fois, pas pareil. Fukushima, comme on a évacué à temps, au maximum 600 à 1000 décès dans les 50 ans qui viennent. Voilà. Donc c'est ce qu'on rejoint, c'est pas un problème sanitaire. Hein. Je pense que... Ah oui, le risque générique, ça c'est intéressant. Le risque générique, effectivement, il peut arriver un problème sur une centrale qui se répercute sur plusieurs. Eh bien, écoutez, c'est un simple raisonnement de bon sens. Il vaut mieux avoir un petit peu de marge de capacité, si on doit en arrêter, que si on est juste. Bon. Donc, si on a une marge de capacité, si on en arrête 4 ou 5, c'est moins grave que si on est juste. Donc, en développant ces usages que je disais hybrides, et ça c'est peut-être une idée nouvelle, ces usages hybrides de l'énergie, ben, si j'ai une chaudière au gaz avec une résistance électrique, normalement c'est la résistance électrique qui chauffe l'eau, et puis si je n'ai pas d'électricité, je me mets au gaz, ou je me mets au fioul. Bon, c'est pareil pour les véhicules hybrides. Donc, le risque générique, il existe. Mais on peut en diminuer beaucoup les effets par une organisation. Hein. Alors là, je vais répondre à ces quelques points. Donc, en 2010, mais excusez-moi, en fait, moi j'ai aussi une question et j'ai peur que si vous répondiez, il va vous répondre. Enfin, il y a tellement de sujets qui concernent le sujet d'aujourd'hui parce que je pense que vous avez plein de trucs à répondre, monsieur aussi. Enfin, je sais pas, on a peut-être des questions. Oui, non, c'est pour ça, excusez-moi. Si je prends 2 minutes et puis après je vous laisse. Bah, disons que, je ne sais pas, il y a d'autres sujets, quoi, en fait. Ne serait-ce que dire, quand même, à propos de ce qui est possible pour les accidents, parce que c'est vrai quand même qu'il y a de la documentation, on ne peut pas éliminer le risque sanitaire de cette façon, alors que Kofi Annan lui-même reconnaît qu'il y a 9 millions de personnes dans le monde qui ont été touchées. Il y a énormément de choses que vous dites qui prêtent énormément à la polémique, énormément. Alors, et c'est ça qui est difficile. C'est que moi j'aime les faits et il y a énormément de choses qui prêtent bien plus qu'au débat à la polémique. Alors là par exemple, IRSN en 2010, c'est les gens de l'IRSN qui disent un certain nombre de cuves présenteraient des risques de rupture brutale en cas d'incident ou d'accident. C'est quand même quelque chose d'objectif, hein, et il n'y a pas de timing pour ça. Ça peut arriver n'importe quand. Donc en fait, si on fait des travaux sur toutes les centrales, c'est bien quand même parce qu'il y a un risque d'accident. Bon, alors je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas le même type d'accident à chaque fois. Fukushima est différent de Tchernobyl et ça serait différent chez nous. L'effort du parc nucléaire, c'est de limiter
les conséquences sanitaires et environnementales, vous ne pouvez pas me contredire puisque c'est quand même défini par la problématique de la sûreté, pour un éventuel accident pour le cas français, et même d'ailleurs pour le monde, c'est vraiment apprendre à limiter avec des filtres à sable pour limiter les effluents, etc. Donc on cherche quand même à économiser la population. L'enquête mondiale, les enquêtes, l'histoire et la documentation sur les risques sanitaires, elle va beaucoup plus loin que ce que vous dites, beaucoup plus loin que ce que vous écrivez. Vous parlez de votre livre, moi je ne voulais pas polémiquer avec votre ouvrage, mais dans votre ouvrage il n'y a jamais de citation. J'ai cherché, j'ai regardé, à chaque fois vous... Non, bien sûr, non, mais les citations... Non, mais vous envoyez des sites, mais quand vous citez quelque chose, vous ne donnez pas de documentation. Moi j'aime la documentation ad hoc, quand on dit quelque chose, moi je cite toujours la source à mon moment même. Non, parce qu'en fait, tout ce qui est du domaine du sanitaire, non. Mais je veux pas. Bon, je voudrais ouvrir la parole aussi, parce qu'en fait, bon, effectivement, j'aurai toujours réponse. J'aurai toujours réponse. Et effectivement, on va faire un débat à deux, ce qui n'est pas le but, donc c'est vrai qu'il vaut mieux que vous ayez la parole. Bon, alors, mais forcément, j'aurai toujours une réponse. Merci. En fait, question peut-être plus pour M. Prévost éventuellement. J'ai lu votre bouquin, j'en ai lu d'autres sur le nucléaire, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, l'énergie en général. Et il n'y a pas longtemps, j'ai découvert un bouquin d'un certain Mackay sur les énergies renouvelables, où il parle beaucoup de ce qui se passe, il fait beaucoup de projections sur l'Angleterre, sur les différentes énergies à l'avenir en Angleterre. Et j'ai pu lire moins de choses sur le cas en France en fait. En fait, je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut se projeter sur les 10, 20 ou 30 ans à venir, pour comment on peut anticiper la part des différentes sources d'énergie en France sur le... J'ai tâché de répondre. Voilà. D'abord, j'en profite pour vous le dire, ça peut vous intéresser. Donc sur le site internet, il y a un moteur, enfin une feuille Excel tout simplement, qui permet à chacun d'introduire ses propres hypothèses de production et de consommation d'énergie, par type d'énergie, par secteur, par façon de produire l'énergie, carburant, électricité, etc. Et la feuille de calcul permet de calculer les émissions de CO2 et la capacité nucléaire par différence. Pour nucléaire, il faut du nucléaire. Donc vous pouvez tester ça avec toutes sortes d'hypothèses. Alors, j'en disais un mot tout à l'heure, mais vous me donnez l'invité à le redire. Il y a évidemment plusieurs scénarios. Vous savez d'ailleurs que le débat sur la transition énergétique a dégagé 4 types de scénarios. Un scénario sobriété, qui est du genre mégawatt, où il y a un très gros effort, il faut diviser par 2 la consommation finale d'électricité, d'énergie. Et puis à l'autre extrême, il y a un scénario, je ne sais plus comment il s'appelle, et qui prévoit une augmentation de la capacité nucléaire, assez proche d'ailleurs de ce qui me sert de scénario de référence. Ce qui me sert de scénario de référence, je le prends parce que c'est ce qui coûte le moins cher. Comme ça permet de voir combien coûtent les autres par rapport à ce qui coûte le moins cher. Quand on parle de coût, il faut toujours une situation de référence. Comment on dit rien. Voilà. Alors, j'ai l'impression vraiment que pour l'énergie renouvelable, je pense beaucoup qu'on va faire beaucoup en biomasse. On peut faire en biomasse. On va nous dire que ça prend sur la production agricole. Bon, dans le temps, il y avait 20% de la surface arable, c'était de l'avoine pour les chevaux. Ben, c'est une référence historique, ça vaut ce que ça vaut. Mais si on fait du miscanthus, si on fait ou d'autres productions... Hein, c'est un sophisme, ce que vous venez de nous annoncer. Quand même. Bon, je ne vais pas insister. Bon, je dis, merci. Bon, mais si on fait du miscanthus avec des procédés qui ne sont pas tout à fait au point, mais on pense qu'on va y arriver, des biocarburants de seconde génération pour utiliser toute la matière organique, et avec apport d'énergie extérieure, ce qui fait que tout le carbone, je le transforme en CH2, enfin hydrocarbures, et en faisant venir de l'hydrogène pour compléter, parce qu'il n'y a pas assez d'hydrogène dans la biomasse. Bon. Donc avec ça, on peut faire 7, 15 millions de TEP sachant qu'on en consomme 50, par exemple, de carburant. Je crois que les progrès des piles, des batteries sont tellement importants maintenant pour des voitures électriques qu'on nous annonce 300, 400 km d'autonomie. Bon, donc c'est cher encore. Mais je crois que les véhicules électriques pour la ville, ou les petits véhicules électriques, tout ça va beaucoup se développer. Et l'électricité, peut-être nucléaire. Et de la même façon, les véhicules hybrides, je disais,
Vous voyez, et puis là, paf, on coupe l'électricité quand il n'y en a pas besoin et quand il y en a pas assez. Hein, voilà. La géothermie profonde, il y a la chaleur sous sol, il y en a autant qu'on veut, avec des réseaux de chaleur. On peut utiliser beaucoup les pompes à chaleur, je le disais tout à l'heure, c'est une source d'énergie renouvelable importante avec les pompes à chaleur, et ça c'est pas suffisamment dit, mais ça peut être colossal, c'est des millions de TEP qu'on peut récupérer comme ça du soleil. Moi, en France, vraiment, quand on regarde les coûts de production, le coût de réseau, parce que les énergies renouvelables, l'électricité renouvelable, elle fait comme ça. Si vous voulez évacuer toute la capacité de pointe, vous êtes obligé de faire des tuyaux qui fonctionnent un quart du temps. Et ça coûte plus cher. Et puis vous avez besoin d'installations pour compenser quand il y a un trou. Si vous compensez avec des centrales au gaz, c'est pas génial. Ça crache quand même du CO2. Bon, etc. etc. Donc, je rappelle juste qu'il n'y a plus que 5 minutes pour tout le débat. Après, voilà. Donc je vous disais, il y a plusieurs scénarios possibles que vous pouvez le faire et vous avez aussi des outils pour calculer. C'était sur votre site, c'est ça? Comment? C'est mon site. D'accord. Oui, hprego.fr, enfin. Ok, ça marche. Alain. Merci. Bon, alors si c'est la fin, je sais pas. Non, tu as 5 minutes. Ah non, tu ne vas pas prendre 5 minutes. Pose une question. Disons que du coup, alors c'est un petit peu, c'est une question, enfin, je crois que c'est une question fondamentale. En fait, c'est la question politique de la décision d'avoir, enfin, si on remonte aux origines de la décision d'avoir choisi le nucléaire, enfin, etc. Bon, on sait, l'État, en France, c'est l'État, enfin, l'État est très, bon, c'est l'État qui a décidé. Bon, à l'époque, il n'y a pas eu effectivement de débat. C'était lancé comme ça, bon, admettons. Mais maintenant, est-ce que, finalement, en France, peut-être que le risque vient peut-être moins des ingénieurs ou des centrales elles-mêmes que du fonctionnement de l'État, peut-être. Et c'est ça qui crée... moi, je suis ni pour ni contre, a priori, j'en sais trop rien. Mais ce qui peut être inquiétant en France, c'est justement un certain fonctionnement complètement non démocratique, non transparent, etc. de l'État. Et l'État en France, c'est quand même un problème. Je vais rebondir là-dedans. Je vais rebondir là-dessus plutôt parce qu'en fait, effectivement, alors il y a l'effort de transparence, il y a des organismes comme la SN qui tout de suite informe quand il y a des incidents, on peut tout avoir accès partout sur Internet. Ça, c'est très important. Effectivement, la France est encore un État qui veut rester dans la course des forts États guerriers. C'est fondamental, puisque la base du nucléaire civil, c'est le nucléaire militaire. Ça, c'est un fait historique, on ne peut pas revenir là-dessus. Et qu'actuellement, le fait que nous soyons très nucléarisés, c'est parce que nous voulons rester, quand je dis nous, c'est collectif, un pays fort au niveau militaire, et ça barre la route, et c'est ce qu'a bien reconnu Corinne Lepage. Elle a dit la France risque, voilà le risque, de rater la transition énergétique si elle continue au niveau politique à faire peser finalement une politique d'État qui n'est pas assez pour les énergies renouvelables et qui fait qu'on va rater le train de mettre l'argent, attention l'argent, on parlait des coûts tout à l'heure, si on met tous nos œufs dans le même panier comme on a mis tous nos œufs pour les REP, on va rater la transition énergétique parce qu'au niveau politique, on ne fait pas ce qu'il faut. Et là, je voudrais noter donc, un avocat, Arnaud Gossement, ex-porte-parole de France Nature Environnement, qui dit, parce qu'en fait la situation, donc en premier trimestre 2013, à propos de l'évolution des énergies renouvelées, a été jugée pas très favorable par le Commissariat général au développement durable, qui trouve que ça va pas, ça évolue pas tellement. Alors, il y a ce qu'on pourrait appeler une politique de bâton dans les roues, très important. Et ça n'est pas assez dit, ça pourrait aller beaucoup plus vite si on était vraiment dans une démarche volontariste, ce qui n'est pas le cas. Parce que la fabrication quand même d'un uranium appauvri, enfin tout un tas de choses, c'est quand même un enjeu nucléaire militaire. Alors, la loi du 12 juillet 2010 a volontairement multiplié les freins juridiques au développement des énergies renouvelables, insécurité juridique, procédures sans fin, refus nombreux, opposition des opérateurs radars, recours à des opposants, tarifs d'achat gelés, appel d'offres compliqués. La situation est préoccupante, elle l'est depuis longtemps. Une campagne de dénigrement a été orchestrée pour porter atteinte à l'image des énergies vertes. Nous perdons des débouchés pour lesquels de nombreux étudiants souhaitent s'orienter. Alors un petit exemple. La France pénalise pour le moment les panneaux solaires chinois qui sont bon marché parce qu'ils sont subventionnés. Voilà ce que font les Allemands.
sur 10 000 entreprises du secteur photovoltaïque, seules 350 sont spécialisées dans la fabrication de panneaux photovoltaïques. Les autres ce sont des bureaux d'études, des installateurs, des fabricants d'onduleurs et autres matériels et des revendeurs. Autrement dit, très bien, les Chinois font des panneaux pas chers, profitons de ces panneaux pas chers, ne mettons pas les bâtons dans les roues, parce que nous, si on veut maintenant s'installer du photovoltaïque, ça coûte très cher. Mais ça coûte très cher. Il ne faut pas penser que ça coûte très cher en soi. Ça ne veut rien dire, les coûts. Ça ne coûte pas très cher. Ce n'est pas par nature. Les coûts sont quand même fonction aussi des politiques d'investissement, évidemment. Ça ne coûte pas très cher comme ça. Ça coûte... Quand, par exemple, les Chinois ils ont décidé de subventionner, très bien. Bon, pourquoi les Allemands en profitent et pourquoi pas nous, hein? Donc, pour répondre, en fait, on pourrait aller... On peut aller beaucoup plus loin dans les énergies renouvelables. Bien sûr qu'on peut aller beaucoup plus loin d'ailleurs. Donc là, c'est pas moi qui dis ça, ce sont des gens... Monsieur Gosselin et Madame Lepage, bien sûr. Voilà. Oui, ce sont des... Donc c'est la politique qui joue très fort sur ce sujet, forcément. Et là, nous, on est dans un choix, on est pour l'instant dans une fenêtre Hollande, hein. Bien sûr, si on était dans la fenêtre Sarkozy, on ne pense pas pareil, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens politiques non plus. Et si on est dans un ultérieur, soit rebelote Hollande, soit rebelote Sarkozy, on n'aura pas les mêmes enjeux. Donc en fait, ce n'est pas une nature, ce n'est pas une fatalité des choses. Ce sont des choix politiques, ce sont des choix aussi de vie citoyenne, parce que c'est devenu tellement facile, la fait électricité, hein, on allume, on tourne le bouton. Oui, voilà, on va laisser. Pour moi, le nucléaire est antidémocratique par nature. Complètement, forcément, parce et que on les part de enjeux là, sont politiques. et après ça, voilà. Et pourquoi Pourquoi vous avez été consulté? La base, Y a-t-il, dès qu'une petite idée de référendum, apparaît dans la population, que font les hommes politiques? Il faut avoir des références historiques. Oui, Et non, alors, historiquement, le nucléaire. J'ai été formé par les gens du cerveau de l'école des mines. J'ai, pendant un an, subi les discours des gens de l'école des mines dans les années 80. Je sais de quoi on parle. Bien. Historiquement. Monsieur le entre mineurs et... Excusez-moi, alors, je l'interviens. Cher monsieur, actuellement, les sondages, vous le verrez, disent qu'il y a 53% des gens qui sont d'accord pour le nucléaire en France. Oui, ça Ouais, dépend non, mais on comment sait a comment on posé la obtient question. ça. Oui, Ah, mais tiens, il suffit de... Je réponds à ça. Le même commissariat dont je viens de parler. Non, mais c'est ce que vous venez de Je voudrais dire. tellement... Oui, mais d'accord, vous avez dit tellement de choses avant. Non, mais il publie son baromètre d'opinion sur l'énergie et le climat. Hein, alors, il a été jugé comme un véritable outil de désinformation, puisque la façon dont la question avait été posée aux Français, c'était « Est-ce que vous seriez prêts à payer votre énergie plus cher pour... alors, si vous voulez, quand on pose la question... c'est ça la démocratie. De vous répondre. Oui, c'est la réalité. Je voudrais dire... Je vais juste poser une question. Est-ce que le charbon est démocratique? Puisqu'avant, on se chauffait au charbon. Est-ce qu'il est démocratique? Est-ce qu'on a fait un référendum en France depuis 2 siècles pour savoir si les gens voulaient le charbon ou pas? Parce que le charbon, en France, on a ces ressources naturelles, donc on l'utilise. Voilà. Est-ce qu'on a posé la question aux gens? Puisque monsieur me dit... En France, on a un charbon, mais on n'a pas de ressources d'énergie. Monsieur, vous laissez la parole. Parce qu'en France, on a un charbon, on n'a pas de répondre. Alors, allez-y. il y a un autre qui doit se taire. C'est ça, j'ai dit. Non, mais on n'a rien compris. Allez-y. En fait, j'ai dit, pour répondre, parce que j'ai dit charbon c'est plus démocratique, parce qu'en France, charbon c'est ressource naturelle. Non. Donc c'est démocratique. Alors que l'uranium, on ne l'a pas, on l'a importé. C'est logique qu'on utilise une énergie comme chez soi. C'est pas de la démocratie. Vous savez, sur la démocratie, Pierre Rosanvallon a fait la démocratie inachevée. Alors si vous voulez qu'on s'engage sur la notion de démocratie, alors on peut y aller. Je ne parle pas de je ne sais pas comment, je ne sais pas comment des sondages, je ne sais pas comment même des débats citoyens peuvent sortir une vision à long terme, prenant en compte tous les aspects diplomatiques, du long terme, etc.
bon, c'est nos enfants on qui l'auront ne peut pas prendre sur la vision à long terme. Ne disons pas sur la démocratique. Il y a des élections régulièrement pour confier à certaines personnes le soin de prendre des décisions à long terme. Je voudrais reprendre sur la sur le locale d'information, les CLI, qui elles-mêmes, parfois, oui, mais elles fonctionnent bien. Parfois, dans les CLI, des gens se plaignent qu'ils n'ont pas eu toutes les documentations aussi. Ça fonctionne bien, les CLI, tout est perfectible, mais les CLI fonctionnent bien. Et vous serez, non, les CLI fonctionnent bien. Alors, en ce qui concerne la recherche, évidemment qu'il faut faire de la recherche sur le photovoltaïque et sur l'éolien, mais vous croyez que c'est très malin de dépenser des milliards qu'on paie en CESP, en contribution sur le service public de CSPE, le service public de l'électricité, que vous voyez sur vos factures, il y a 4 ou 5 centimes par kilowattheure maintenant, et ça va augmenter. Une bonne partie de l'augmentation annoncée de l'électricité, c'est parce qu'on n'a pas assez payé de CSPE dans les années précédentes. Donc il faut le rattraper. Bon, il ne faut pas l'oublier ça, et je rappelais que les gens sont un peu sensibles au prix de l'énergie. Donc, est-ce que c'est très malin d'implanter des panneaux photovoltaïques, de faire des éoliennes, en sachant que les coûts vont baisser? C'est pas l'implantation d'aujourd'hui qu'il faut faire, c'est comme me paraît complètement assez étrange. Par contre, qu'on fasse de la recherche. Quand une technique est au point, ou à peu près au point, que l'on mette des implantations en France comme on est en train de faire sur l'éolien en mer, mais pas pour produire de l'électricité en France, pour montrer qu'on sait faire, et pour que nos entreprises puissent exporter. Et maintenant, je vais vous dire un truc sur la Chine. Il se trouve que j'ai travaillé pas longtemps, ça a duré 15 jours, avec la ville de Wuhan, sur les questions d'énergie. On regardait les différentes possibilités, et je lui parlais des panneaux photovoltaïques. Mais surtout pas, c'est trop cher. Bon, l'Europe est assez maligne pour avoir surpayé des panneaux photovoltaïques que les Chinois font en abondance, mais qu'ils ne veulent pas utiliser parce que c'est trop cher. Il y a une chose qu'il faut compléter en disant que les politiques énergétiques du futur, forcément, coûteront plus cher au début, parce que les constructions des centrales ont coûté très cher au début. Nous sommes maintenant, non, alors attendez, excusez-moi, il y a deux types de courbes. Il y a une courbe quand même qui est descendante pour le nucléaire. J'allais dire, c'est actuel, c'est véridique, c'est avéré. ITER ne marchera pas, s'il arrive à marcher, avant la fin du XXIe siècle. Voilà. S'il arrive à marcher, puisqu'il y a ces fameux accidents de disruption qui sont catastrophiques, parce qu'on ne veut pas expérimenter. C'est un outil de recherche. Ne parlons pas d'ITER, c'est expérimental. Bon, alors, Astrid 2040, on ferme beaucoup de centrales, hypothétiquement, à l'horizon 2020. Donc en fait, il n'y a pas de relance, il n'y a pas d'outils adéquats pour l'instant, relancer une nouvelle génération du nucléaire. Ça, ce sont des faits. Mais on a l'EPR qui, pour l'instant, c'est un EPR, ça n'est pas une filière. N'oublions pas que la filière des surgénérateurs, Superphénix, devait être l'outil de pointe d'une filière. Et qu'est-ce qui rend rentable? C'est une filière. Nous n'avons pas d'outil qui permet d'avancer une filière énergétique qui fait qu'économiquement on aurait... Il y a les gaz de schiste, il y a les gaz de... Non mais alors les gaz de schiste, oui, il y a les gaz de schiste, voilà. C'est pas nucléaire ça. Très bien. Moi c'est pas nucléaire. Je suis d'accord pour le gaz de schiste. Pour l'instant c'est pas nucléaire. Après le gaz de schiste c'est pas nucléaire. Oui. Voilà. Il y a deux femmes ici. Je pense que les femmes, ça pense toujours au futur à cause des générations futures, à cause des enfants. Vous ne voulez pas dire un mot? On va peut-être dire un mot quand même. Il y a deux Oui, je voudrais bien. Madame? Moi je pense aux déchets. Oui, les déchets, vous avez évalué dans votre... Les déchets, ça n'arrête pas d'augmenter du coup, parce qu'on en est dans l'expérimentation. Il y a encore une dernière prise de parole là. Je vous le dis d'abord. Une question de fait. Le coût des déchets, c'est... à la hausse. Et oui, même si double, ça sera 2 € par mégawattheure. On ne pourra pas... Non, c'est pas fini par richer. C'est pas fini. C'est pas fini. Monsieur. Voilà, je suis homme politique, ministre de l'énergie. J'ai écouté vos analyses. Oui. Bon, j'ai noté. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quel est votre objectif? Produire quoi? Combien? Comment? Et à quel coût? Je veux ces chiffres, parce que, homme politique, j'ai besoin de ça d'abord. Et ensuite, compte tenu de ces critères, je fais des choix.
Oui, alors. Et pour l'instant, dans vos analyses, je n'ai pas les moyens, en tant qu'homme politique, de faire un choix. Je ne sais pas où je vais. Nous espérons participer à votre choix, cher monsieur. J'ai une situation désagréable, peut-être, d'après vous, mais en attendant, qu'est-ce que je fais? Et suivant quels critères je dois choisir? Je pense que je ne les ai pas pour l'instant. Depuis le début, je suis venu pour ça. Objectif, j'ai noté un nouveau modèle énergétique. C'est ça le but de la réunion. La critique, on la connaît, c'est fini maintenant. Alors, donnez-moi ce nouveau modèle énergétique qu'en tant qu'homme politique, ministre de l'énergie, je puisse mettre en place avec une recherche, avec des entreprises que je vais créer, avec des réseaux de distribution, avec des prix, avec des différents... C'est ça dont j'ai besoin maintenant. C'est pour ça que je suis venu ici. Qu'est-ce que je fais? Moi, je pense qu'un café société n'est pas un café pour donner des recettes. Non, c'est à chacun des citoyens de s'informer. Vous lisez les livres, vous lisez... Là, vous avez vraiment un débat contradictoire où vous devez approfondir et sortir de votre propre leçon. Hein. Vous lisez le livre de Bernard Laponge? Non, mais je ne lis pas. En tant qu'homme politique, je veux savoir quels sont les objectifs. Vous lisez pas, vous ne dites rien du tout alors. Donnez-moi, parce que c'est comme ça qu'on travaille. Figurez-vous, quand on est cadre, c'est comme ça qu'on travaille. Quels sont les objectifs et qu'est-ce que je veux atteindre? Donnez-les-moi. Pour l'instant, je suis dans une analyse, je la connais, c'est fini. Maintenant, on travaille sur l'avenir. Donnez-moi les objectifs. Homme politique que je mettrai dans un programme. Boucler progressivement et proprement le nucléaire avec des horizons de déchets indéfinis. Il n'y a pas que le nucléaire. Vous parlez du nucléaire. Il y a une autre approche du nucléaire, c'est la fusion. Le soleil, c'est notre source d'énergie, c'est la fusion. Qu'est-ce qu'on attend pour en parler? ITER, c'est pas avant la fin du siècle et pour l'instant, ils ont des accidents à gérer. Donc c'est pas avant la fin du siècle qu'ils ont... Mais non, le soleil, il a fait 7 accidents qui ont entraîné la disparition de 90% de la vie, je peux vous le dire, depuis que la Terre existe. Alors, il y a aussi des accidents. Bon, maintenant, dites-moi comment, homme politique, ministre de l'énergie, je dois dire à mes troupes quels sont mes objectifs. Elle est en train de vous répondre. Laissez-la répondre. Vous parliez de le père tout à l'heure. Le nucléaire dure encore, comme dit François Hollande, comme disent les gens dont on a parlé, dure encore plusieurs décennies, très certainement. Hein. On ne peut pas de toute façon dire arrêtons tout de suite, ça n'existera pas. Il faut boucler proprement l'affaire tranquillement, en continuant avec ce qui existe. On a comme projet pour l'instant, tout ce qui existe, c'est de faire vieillir les centrales existantes, d'avoir un petit EPR, d'avoir une Astrid dans les papiers, hein, il n'y a pas d'autre chose. Panly, bon, peut-être Panly existera. Donc vous voyez, on a pour l'instant des choses qui sont d'avenir, on a des choses qui existent, qu'on veut faire vieillir parce qu'on n'a pas d'autres solutions, et puis des solutions d'énergie renouvelable qui sont au travail et qui n'ont pas donné pour l'instant les résultats explosifs et mirobolants qu'on pourrait attendre. Donc pour l'instant, on est, si vous voulez, à la situation d'équilibre, hein, et ça basculera doucement, on va basculer fatalement vers les énergies renouvelables parce que l'uranium... La fin, ça sera l'uranium et le plutonium ne pourra pas, même avec du MOX jusqu'à la fin de notre histoire. Non, on n'a pas de problème avec les surgénérateurs. Il n'y a pas de problème. Supersonic, ça a été un surgénérateur et on tire des traites sur l'avenir alors qu'on n'a pas. On tire des traites sur la politique africaine, on ne sait pas comment ça se passera. Si du jour au lendemain, nos réserves d'uranium sont gardées politiquement, ce sera fini pour l'uranium, c'est terminé. Et on ne fait pas de plutonium, on fabrique du plutonium avec de l'uranium. Avec l'uranium 238, on a du plutonium 239. Mais le plutonium, on va le cueillir nulle part, n'est-ce pas? Il n'y a pas de centrale qui ne fabrique pas de plutonium parce qu'on a besoin de ce plutonium. Eh bien, ce plutonium, on ne sait déjà plus quoi en faire. On a beaucoup trop de plutonium. Il y a de quoi faire 9500, vous voulez des chiffres, 9500 fois la bombe d'Hiroshima, minimum, avec tout le plutonium accumulé. Oui, ce qui est important aussi, c'est cette dépendance
l'indépendance de la France. On est dans la dépendance. On est dans la dépendance. 75%. On est dans la dépendance par rapport à cet uranium. Mais c'est le problème de l'indépendance du pays. Le problème du Niger, il sera réglé par un problème politique vis-à-vis de la France. Combien y a eu-il d'interventions au Niger? Pourquoi intervient-on à tel endroit ou à tel endroit? C'est tout simplement pour pouvoir se préserver un certain nombre de domaines. Pourquoi a-t-on été intervenu au Tchad dans les années 70? Parce qu'il y avait le Niger. Pourquoi est-on intervenu en 84? Pourquoi est-on intervenu là encore au Mali? Il y a un problème politique là, tout simplement, à un autre niveau de géopolitique. Mais on ne pourra pas juguler les peuples. Mais si on le fera tout le temps de toutes les façons, alors on le jouera en permanence. Au niveau mondial, en se présentant en France, indépendance de la France. On a les positions. Si on veut être indépendant, on va juguler les peuples, ça n'est pas démocratique. Mais, au niveau mondial. Mais quel que soit le peuple que vous ayez, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de démocratie entre les peuples. Voilà. Ça fait 3000 ans que ça dure, ça fait 5000 ans que ça dure. Il faut arrêter de vivre dans un monde de bisounours. Non, alors vous avez dit le mot de la fin, c'est la guerre, et bien cette guerre-là ne sera pas forcément gagnée par le monde du nucléaire, parce que les nations sont différentes également. Et ça, ce sera l'histoire qui nous le dira. Oui, exactement. Et pourquoi l'Allemagne s'en sort bien sans le nucléaire? Parce qu'il y a le nucléaire français à côté. Parce qu'il y a le nucléaire français à côté, madame. Je n'en suis pas susceptible. Deux mots sur l'Allemagne. Oui, exactement. Non, c'est fini là. Voilà. Ils sont tous morts. Le gars, c'est une petite là. On va les gars,